conséquences du Covid-19, nombreuses en Île-de-France. On va regarder ensemble ces affichettes à vendre, à louer sur les portes des commerces franciliens. Les mesures de fermeture ont frappé de plein fouet les commerces de notre région. Emmanuel, bonsoir. Salut Marguerite. Est-ce que les bars et restaurants, Emmanuel, sont aussi touchés par cette tendance? Oui, et particulièrement le centre de Paris avec les 8e, 9e, 11e et 17e arrondissements où se concentre la majorité des restaurants dans la capitale. Particulièrement impacté le 9e arrondissement où là, les annonces pour des restaurants ont bondi de 60%. Beaucoup de restaurants ont mis la clé sous la porte faute de clients. En effet, dans ces quartiers, beaucoup d'entreprises ont mis leurs salariés en télétravail. Les pauvres. Et quand je pense que la plupart d'entre eux ont été poursuivis pour avoir tenté d'ouvrir leur enseigne, je fais référence bien sûr à ce restaurateur qui, il est vrai, a été aussi inquiété parce qu'il embauchait une personne en situation irrégulière, mais ses contrôles d'identité et distribution d'amendes avaient été effectués sous l'égide de la lutte contre le Covid-19. Vous souvenez-vous donc de ce restaurateur niçois qui a été arrêté fin janvier après avoir ouvert son resto à l'heure du déjeuner ? Une envie de retour à la normale, mais avec la présence des forces de l'ordre, c'est le retour à la réalité. Morgane, une serveuse du restaurant, a été contrôlée. Elle a écopé d'une amende de 135 €. C'est le risque à prendre, mais voilà, c'est pour une journée et j'ai repris mon métier. Je retrouve du monde, je retrouve ma terrasse pleine. Le patron, lui, assume cette réouverture, un acte de résistance, dit-il. On est à l'agonie tous, il y a des milliers d'emplois, il y a toute la filière derrière les restaurateurs. Ou encore de cette boulangerie qui avait été fermée administrativement pendant 15 jours pour motif de ne pas avoir respecté le couvre-feu ? 14e arrondissement de Paris, une vingtaine de commerces se sont vus imposer une fermeture administrative le mois dernier. Ça veut dire quoi? Interdiction d'ouvrir, de vendre quoi que ce soit, même la vente à emporter, et plus aucune aide de l'État pendant plusieurs semaines. C'est ce qui est arrivé à ce boulanger parisien qu'a rencontré Florian Chevalet. 15 jours de fermeture forcée, c'est le reportage de la rédaction d'RMC. Pour James Ferrier, pâtissier et responsable d'une boulangerie dans le sud de Paris, c'est la fin d'une période difficile. Il vient de rouvrir sa boutique après une fermeture administrative de 15 jours. Sa faute, avoir vendu du pain après 18h. Il était 18h15, 18h20. On avait 3 clients qui restaient dans la boulangerie et une patrouille de police est passée et nous a décidé de fermer sur le champ pour 20 minutes. Et n'a même pas verbalisé les clients qu'il y avait, a laissé repartir les clients et nous a dit de fermer le soir même. Et impossible de rouvrir le matin. À ce moment-là, James est chez lui, c'est sa vendeuse qui l'appelle paniqué. Les conséquences sont lourdes. Pour lui, la mesure est complètement disproportionnée. Ça représente beaucoup de pertes de chiffres, beaucoup de matières premières qu'on a dû jeter, parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser les produits dans les frigos ou dans les congélateurs pendant 15 jours. On a dû payer les salariés en congé payé, parce qu'il n'y a aucune aide. On vient juste d'ouvrir, donc on commençait vraiment à avoir une bonne clientèle. Les gens, ils viennent devant la boulangerie, c'est fermé, c'est dommage. Justement, Colette, habitante du quartier, n'était pas au courant. Ils avaient mis qu'ils étaient en vacances. Pour elle, cette décision... C'est complètement débile. Un quart d'heure, c'est quand même pas la mer à boire. Et puis une fermeture de 15 jours, c'est énorme. Dominique Enract, président de la Confédération nationale de la boulangerie et pâtisserie française, est du même avis. Il rappelle les difficultés pour le boulanger de dire non à son client. Le boulanger ne va pas compter cette rentabilité de 8 à 10 baguettes qu'il va vendre en 10 minutes. C'est surtout un lien social, le fait d'être, vous savez, en plus dans ces crises, c'est vraiment ce lien social qui est encore plus fort. Et le boulanger est très malheureux, et ça je les vois, de ne pas pouvoir dépanner un client qui arrive avec 10 minutes de retard. 3 clients. Il ne restait que 3 clients dans cet établissement, et ce 15 minutes après le début du couvre-feu. Mais bon, que voulez-vous? C'est consternant, mais bon. Comme le disent certains journalistes, en particulier à BFM, on se doit d'être intraitable envers les contrevenants, n'est-ce pas? J'ai une proposition à te faire. Non mais vous fichez de moi. On flash les gens qui sont pas du bon département. Ouais. Et tu leur colles une amende et tu leur demandes un justificatif. Qu'est-ce que vous faisiez ce jour-là sur cette route-là? Vous aviez des bonnes raisons d'y être? Non? Eh ben paf, une amende. Voilà un bon usage de marché. Quand le vaccin contre la Covid va arriver, faut-il le rendre obligatoire? Ceux qui se méfient de ce qu'on leur inocule, ceux qui tombent souvent dans le complotisme, il faut être coercitif, mais plus malin peut-être qu'une obligation de type militaire. On ne va pas mettre les gens en prison. Eh bien, instaurons donc une règle. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au théâtre, vous ne pouvez plus prendre l'avion. Vous êtes de vous-même retiré de la vie collective, vous êtes auto-confiné. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société.
Toute ressemblance avec des discours totalitaires n'est que pure coïncidence. Mais bon, tiens, tant qu'on y est, j'aimerais bien avoir l'avis circonstancié cette fois-ci de ces fossoyeurs de citoyenneté que sont apparemment devenus ces éditocrates sur cette affaire révélée fin février 2021 par le Canard enchaîné qu'ils ont visiblement tant bien que mal tenté d'étouffer, d'une part en se gardant bien de l'évoquer sur leur antenne, d'autre part en se cachant derrière un article du journal Libération du 12 mars 2021, qui semblait, à en lire les tweets de Christophe Barbier, blanchir la vingtaine de journalistes de la chaîne macroniste dirigée par Marc-Olivier Fogiel et des pointures de l'assistance publique Hôpital Public, APHP, qui auraient été pris en flagrant délit de transgression du confinement dans un restaurant clandestin le 24 février 2021. L'article de Libération, auquel s'est agglutiné Christophe Barbier pour défendre la maison BFM et peut-être même se disculper lui-même, s'intitulait comme tel. Des journalistes de BFM TV ont-ils vraiment été verbalisés lors d'une soirée dans un restaurant clandestin? Voilà, aucun journaliste de BFM n'a été verbalisé, s'exclame l'éditocrate sur son fil Twitter. Cette manière bien habile d'aborder cette problématique sous l'angle de la verbalisation permet de détourner les cerveaux les moins perspicaces sur la présence effective ou non de journalistes dans ce restaurant clandestin. Pas verbalisé ne veut pas dire pas présent, écrit judicieusement un tweetos. En effet, les différentes tentatives de fuite en avant des agents du groupe Altis n'ont toujours pas permis de répondre aux allégations de fond du Canard enchaîné, qui, s'amusant bien de cet imbroglio, avait révélé le 10 mars 2021, dans un second article cinglant nommé BFM TV, la chaîne d'infos et de restauration en continu, qu'ils étaient parvenus, en appelant le fameux restaurant clandestin, à tomber au téléphone avec Marc-Olivier Fogiel, le directeur de BFM TV, en personne. Le mardi 9 février, le palmipède cherche à joindre Fogiel à propos du départ de Rutel Krief. Pas joignable, le dirlo déjeune dans un resto clandé, où secret de polichinelle, il a son rond de serviette. Bigre. Il est 13h13. Le Canard appelle l'établissement en question. Surprise, une dame décroche. Le Canard. Bonjour, nous n'arrivons pas à joindre Marc-Olivier Fogiel dans son bureau, mais nous savons qu'il déjeune régulièrement dans votre restaurant. Pourriez-vous nous le passer? La dame. Pas de problème, ne quittez pas. On entend alors l'interlocutrice, en talons, traverser tout le restaurant, le téléphone à la main, pour aller le tendre à Marc-Olivier Fogiel, attablé peinard dans un coin. Un appel pour vous. Long silence, bruit de frottement. Fogiel semble hésiter à prendre le combiné puis finit par s'en saisir. Allô? Oui. Allô? Bonjour, c'est le Canard enchaîné. Bon appétit Marc-Olivier Fogiel. À l'autre bout du fil, la gêne est palpable, surtout lorsque nous glissons, histoire de détendre l'atmosphère, que cela fait plaisir de voir que les restos ne sont pas fermés pour tout le monde. Après 9 minutes assez laborieuses, la conversation sur le départ de Rutel Krief s'achève sur une formule de politesse, et bien au revoir, et encore bon appétit. Marc-Olivier Fogiel en forme de gros bobard, merci, oui, je suis en train d'emporter de la nourriture. Il est à noter que Marc-Olivier Fogiel n'a pas démenti cette conversation révélée par le Canard enchaîné. Et on peut lire un peu plus bas dans l'article. Gag. Le 11 février, un client du resto préféré de BFM avait posté un commentaire effacé depuis sur le site TripAdvisor. Par une curieuse autorisation, ce restaurant est ouvert en cette période du fait d'une clientèle de généraux et de journalistes, BFM, Libération, et c'est bien agréable. Bon repas, servi rapidement dans la véranda, personnel sympathique et clientèle contente d'être là et de profiter de ce moment privilégié. Habitué de ce restaurant, toujours de bonne qualité, jamais déçu. Le 9 mars 2021, nous pouvions lire aussi sur le compte Twitter de Brève de Presse, qui relaie des informations sourcées, qu'un conseiller d'Emmanuel Macron, qui en rigole encore, confia au Canard enchaîné que Marc-Olivier Fogiel cherchait à savoir s'il existait des photos, car il est allé, je cite, dans ce restaurant clandestin avec son équipe à plusieurs reprises. Visiblement, cette affaire qui révèle l'hypocrisie d'un certain microcosme parisien donneur de leçons n'a pas vraiment plu à la chaîne de Drahi, qui, selon les informations du site Arrêt sur Image, a pris la décision de se séparer du journaliste Grégory Raymond, qui intervenait chaque semaine dans l'émission BFM Bourse pour informer sur les crypto-monnaies. Ce dernier s'était apparemment rendu coupable de travailler pour le magazine économique Capital, qui avait relayé le 3 mars 2021 les contours de l'affaire du restaurant impliquant des membres de BFM TV.
Sa collaboration avec BFM n'aura duré que 8 semaines. Il ne fait pas bon de pratiquer un journalisme objectif au sein de la chaîne du groupe Altice? Bizarrement, cela n'étonnera personne. Donc, pendant que tous les commerçants de France, qui sont d'ailleurs dans le collimateur de cette bande de margoulins de l'Infox en continu, sont contraints de rester fermés au risque de se voir verbalisés et arrêtés par le pouvoir macroniste, qui, conformément aux propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, semble prendre un malin plaisir à profiter de cette crise sanitaire pour faire régner des lois de plus en plus délirantes et liberticides, eh bien, vous avez la bourgeoisie politico-journalistique qui trinque derrière ses verres en cristaux, ses plateaux d'argent et ses vases d'or. Mais bon, ce n'est pas la peine pour eux de stresser puisqu'ils ont visiblement un très bon alibi. Je suis pas antisémite, moi. J'ai mes ouzas à la maison, j'ai mes meilleurs amis. C'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. C'est horrible. En plus, je suis gay, je suis homosexuel. Je suis pas antisémite, moi. Je suis homosexuel. Je n'ai plus une, mais plutôt 2 mezuzahs à la maison. Je le sens venir. Mon cher Brice, je pense que, franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années. Et j'avoue que, franchement, si les gens n'ont pas un peu d'humour, eh bien, ils n'ont rien compris. En tout cas, c'était un énorme poisson d'avril. Un poisson d'avril qui a marché. Je ne pensais pas qu'il marcherait à ce point-là. Le déterminisme social de cette bourgeoisie la rend complètement hors sol et insensible à ce que vit une majorité de Français. Et ce n'est ni l'affaire sur le classement sans suite de la procédure contre le magistrat et le commissaire de police qui ont déjeuné dans un restaurant de Carpentras le 30 janvier 2021, ni le dernier en date du 2 avril révélé par M6 qui me contrediront. Le soir, c'est les menus à partir de 160 €. Et qui vont jusqu'à 490 €. Une clientèle fortunée car le chef est peu connu du grand public mais proche des stars. Dans la salle, pour plus d'intimité, les volets sont fermés. Le service est haut de gamme. Pourtant, le personnel ne respecte pas les gestes barrières. On n'a pas de masque. Bon, les clients non plus d'ailleurs. Les gens qui viennent ici, on fait retirer le masque. Il n'y a pas de... Une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. Donc les gens se sentent à l'aise et quand c'est un club privé, les gens se sentent comme chez eux. Des rassemblements quotidiens ont lieu midi et soir. Comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale, 220 € la soirée, caviar et champagne. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. À la suite de cette vidéo, nous avons appris via la presse que le procureur de Paris, Rémi Hetz, dont le processus de nomination par l'Élysée jette un doute sur son indépendance, a décidé de lancer une enquête pénale pour mise en danger d'autrui et travail dissimulé. Mais comme le dit si bien Alexis Poulain, journaliste pour Le Monde Moderne, une enquête ok, mais on veut les noms des ministres, rien de moins. Qui sont ces ministres et journalistes qui participent à grands frais à des dîners mondains sans masque, sans les restrictions sanitaires qu'on nous impose? C'est ça la grande question. Quelques noms commencent à sortir, nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Mais d'ailleurs, tiens, tant qu'on y est. Allez, petite devinette. Devinez pour qui travaille l'une des premières personnes à s'être montrée particulièrement dérangée par l'abnégation des citoyens et des médias indépendants à connaître l'identité des participants à ces rendez-vous illégaux. Dans le mille, BFM TV. Effectivement, Raphaël Grabli, chef de service tech à BFM, apparu assez embêté par la nature des comptes qui relient le hashtag On veut des noms, soulignant qu'il ne s'agit pas là de médias. Cette remarque assez condescendante d'un membre de la caste médiatique n'est pas très étonnante. Mais quand on pense au scandale relayé par le Canard enchaîné, étouffé par son propre média, il y a de quoi rire. Devrions-nous attendre des révélations en la matière de la part de son média qui, je le rappelle, a viré un journaliste car ce dernier travaillait pour un magazine dont le crime a été d'évoquer les petits déjeuners clandestins de certains membres de BFM TV? Allez, un peu de retenue. Quelle indignité. Cette manière de penser que les informations exactes ne proviennent en majeure partie que des médias officiels est aussi largement partagée dans le milieu de la zététique. En bref, ça c'était juste pour la parenthèse.
D'ailleurs, ironie du sort, le nom de l'un de leurs éditorialistes ayant assisté à ce dîner fastueux vient d'être épinglé par ces comptes qui ne seraient apparemment pas des médias. Le tout, bien évidemment, avant que toutes les chaînes d'information publique n'en parlent. Et d'ailleurs, la majorité d'entre elles évitent d'évoquer ces noms. Enfin bref, au-delà de toutes ces polémiques, que des commerces se débrouillent en catimini pour faire tourner leur économie ne crée pas d'indignation générale. Loin de là. Ici, c'est plutôt le fait de savoir qu'il y a potentiellement parmi ceux qui assistent à ces dîners clandestins des personnalités qui se permettent d'enfreindre des règles funestes subies par le reste de la population qui est en train de crever la bouche ouverte. Il y a de cela quelques heures, j'étais sur le compte Twitter d'un de ces citoyens qui, il me semble, a des connaissances en informatique, puisqu'il est en train de regarder un peu le code source de ces différents sites internet dans lesquels étaient exposées des photos de personnalités en train de manger tout en posant fièrement dans ces restaurants clandestins. Et ce dernier disait quelque chose qui m'avait beaucoup touché, c'est qu'il ne peut pas laisser passer ça, parce que cela fait plus d'1 an qu'il n'a pas vu son grand-père, qui est d'ailleurs sur le point de mourir. Voilà la réalité aujourd'hui. C'est qu'on empêche des citoyens de vivre et de partager des moments conviviaux avec des membres de leur famille. Certains sont en train d'arpenter lentement les portes de la mort dans une solitude assourdissante. Hygiénistes et eugénistes, c'est insupportable. C'est insupportable. Après plus d'1 an de restriction de nos libertés et de destruction de l'hôpital public en pleine pandémie Covid-19, il devient difficile de nier que cette crise au départ sanitaire est aujourd'hui purement politique. Jusqu'à quand le peuple français va-t-il accepter cette situation? Le seul avantage que je vois dans cette crise, c'est qu'elle aura aidé plusieurs à comprendre ce pourquoi les Gilets jaunes s'étaient révoltés il y a de cela 3 ans. N'oubliez pas votre pouce bleu, de commenter pour le référencement, de vous abonner à la chaîne, d'enclencher la cloche et de soutenir la chaîne via mon compte Tipeee si vous le pouvez. C'était la voix de Portici. Portez-vous bien.